On y va, s'il vous plaît. Je vous rappelle, serrez, vous libérez les sièges. Patrick, à toi la parole. Merci. Bien, merci Vincent et merci à vous tous et toutes d'être si nombreux et si nombreuses présentes ici. Avant de commencer ce rapport moral, je relèverai une phrase qui m'a frappé d'Alain Rousset tout à l'heure, qui a fait un discours évidemment de partage de toutes nos valeurs, nos préoccupations, nos combats. Il a dit, il a un âge un peu plus avancé que le mien, mais je me suis senti quand même proche de cela. Il a dit, mais c'est effrayant. Il a rappelé des années sombres, plus anciennes. Toute cette menace est effrayante. Pourtant, il nous faut aller au combat. Et j'ai retenu cette phrase parce que je crois qu'elle est un peu la ligne directrice, la trace de ce que doit être ce rapport moral et le bilan, le regard donné sur les 2 années écoulées et les années à venir. Il est difficile, je le disais à l'instant, de faire preuve de beaucoup d'humour façon Alain. Le bilan n'est pas aussi optimiste en matière de constat de droits de l'homme et liberté qu'il ne l'est pour nos finances. Il faut replacer, je pense, d'abord dans un contexte, et c'était l'intérêt de la réunion d'hier matin avec 3 représentants d'organisations internationales de défense des droits. Il faut regarder la situation mondiale, car celle de la France ne peut pas être isolée du reste du monde. On observe, et c'est évidemment un résumé schématique, à peu près partout une montée de ce qu'on peut appeler l'extrême droite, et partout. On assiste à une crise climatique qui est en pleine progression et sur laquelle rien n'est fait afin de tenter de l'enrayer. Et on assiste aussi à une résurgence, malgré tout, je dis malgré tout parce qu'il y en a, hélas, à toute époque, mais de conflits meurtriers, de guerres, y compris, il faut le dire, dans un continent pour lequel nous pensions être devenus à l'abri de guerres, et surtout de guerres de type classique, aussi monstrueuses que celles des siècles écoulés. Si l'on analyse pourquoi il y a cette dégradation, je pense qu'il y a une date, je ne pense pas, nous pensons tous, qu'il y a une date clé, qui est un peu un tournant et qui malheureusement a mal enclenché le XXIe siècle. Cette date clé, c'est celle du 11 septembre 2001. C'est une date clé par le choc ressenti dans cette attaque des Tours, le nombre de victimes, et puis une puissance mondiale qui se croyait intouchable et qui a soudain vacillé. Mais c'est surtout la riposte, la réaction, la suite qui a été donnée qui est calamiteuse, qui est catastrophique, car on a pensé devoir réagir du côté des démocraties, des États-Unis d'abord, mais de beaucoup d'autres ensuite, je pense à la Grande-Bretagne, la France, beaucoup d'autres, réagir par des méthodes sécuritaires dites de lutte antiterroriste. Et au nom de cette lutte antiterroriste, on a complètement dévoyé nos valeurs, parce qu'on est allé bien au-delà simplement d'une lutte antiterroriste. On a utilisé les lois en cascade, les méthodes, pour entraver nos libertés essentielles. Et cela s'est fait progressivement. Alain Rousset disait également tout à l'heure, c'est comme l'arsenic. On commence à en prendre un petit bout et puis on en prend davantage et on finit asphyxié. Et l'image est assez bonne aussi pour nos libertés. Donc une fracture du monde qui s'est trouvée accentuée. On a opposé, il faut le dire,
largement le monde occidental au monde, je ne sais comment le qualifier, au monde arabe, au monde musulman, au monde... Voilà, et il en découle toute une série donc, de discrimination, de rejet des autres. Si l'on revient à la situation française, donc dans ce contexte qui est un contexte mondial, qui a touché toutes nos démocraties, et au-delà des démocraties, évidemment, qui a favorisé les régimes autoritaires, qui se sont emparés des atteintes que nous portions aux libertés, pour dire en quelque sorte, nous ne faisons que la même chose que vous-même. Eh bien, en France, il y a eu aussi une aggravation dans nos législations, nos pratiques ultra sécuritaires et répressives à la suite des attentats de novembre 2015. La situation s'est encore aggravée. Ne parlons pas du massacre des 7 et 8 octobre 2023, le massacre commis par le Hamas et tout ce qui a suivi, dont nous reparlerons évidemment tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un vent très mauvais qui a soufflé, qui au nom d'une défense soi-disant contre le terrorisme, on est allé s'arc-bouter et malheureusement d'une façon un peu, comment dire, sans prise de conscience suffisante, s'arc-bouter sur la sécurité au détriment des libertés. Je pense que ce tableau d'ensemble, il résume déjà beaucoup. Alors, si l'on en vient aux 2 années écoulées, vous avez le rapport moral, je ne doute pas que vous l'ayez tous lu avec énormément d'attention, mais même si tel n'est pas le cas, je vais essayer simplement d'en tracer quelques lignes directrices. Lorsque nous avions notre précédent congrès qui se tenait à Marseille, nous étions après les élections présidentielles et déjà le choc causé par les 42% de voix qui étaient allées sur Marine Le Pen, et nous étions peu avant les élections législatives et le choc complémentaire, j'allais dire consécutif, qui a été celui des résultats pour l'Assemblée nationale. On s'est retrouvé avec 89 parlementaires du Rassemblement national, du RN. Donc une composition très largement modifiée et tout de même un peu inattendue. Depuis lors, la situation politique et institutionnelle apparaît de plus en plus fragilisée. On aurait pu penser après tout que la perte de majorité du pouvoir macroniste à l'Assemblée nationale pouvait aussi, c'était le verre à moitié vide ou à moitié plein, on ne savait pas de quel côté il allait soit se vider, soit se remplir. On pouvait penser qu'après tout, ça libérerait un peu le débat législatif parlementaire et que ça restaurerait un peu la possibilité justement d'une démocratie certes représentative, mais tout de même moins située dans une logique hyper présidentielle. Or, malheureusement, c'est tout l'inverse qui s'est produit, car l'évolution depuis 2 années a au contraire conduit à une restriction du rôle du Parlement. Je n'épilogue pas à travers l'article 49.3 d'utilisation parfaitement abusive, comme d'autres procédés qui figurent dans la Constitution, pour permettre au gouvernement finalement de largement museler un Parlement qui, au surplus, il faut le dire, n'a pas donné à tout moment une image, comment dire, très séductrice, on va le dire ainsi. Cela s'est doublé d'une montée en parallèle de l'extrême droite. Alors une montée de l'extrême droite qui a été favorisée par le fait qu'il y avait 7 représentations de parlementaires, de députés du Rassemblement national, qui se sont trouvés avec des vice-présidences à l'Assemblée nationale, et donc des possibilités d'interférer et d'agir, et qui ont pu progressivement distiller et imprégner de leurs idées, c'est-à-dire des idées d'extrême droite, pas seulement au Parlement, ça se fait, on le voit, à travers les médias, à travers toute une série d'autres processus, des réseaux. Mais ça a été tout de même une caisse de résonance. Et la capillarité a joué totalement dans le mauvais sens. On aurait pu penser, là aussi, même si nous ne croyons guère après le premier quinquennat de Macron,
on aurait pu penser que peut-être pour contrer cette montée au Parlement d'extrême droite, les macronistes, les députés macronistes, qui sont quand même encore très nombreux, se rapprocheraient plutôt du centre, ou je ne sais. Ça n'a pas du tout été le cas. On a vu les macronistes se rapprocher du LR, le LR se rapprocher, pour ne pas dire se fondre avec le Rassemblement national. Et donc ce sont ces idées-là, ces pratiques, ces objectifs politiques qui se sont trouvés prévaloir. Or, le Rassemblement national, et je sais qu'ici j'enfonce une porte ouverte, n'est pas, ne sera jamais un parti comme les autres. Le Rassemblement national, il suffit de voir, bien qu'il avance masqué, dans le cadre d'un ravalement de façade, ce parti est un parti qui reste un parti xénophobe, qui ne sait ne parler que de préférence nationale, de priorité nationale, avec des valeurs qui sont tout simplement les valeurs pétinistes: travail, famille, patrie, repli sur soi, rejet des autres. Donc le danger est à nos portes. Certains ou certaines le disent très bien. Je vous invite à regarder une interview sur Mediapart très récente de Sophie Binet, avec qui j'ai beaucoup échangé dans les mois écoulés, avec qui, et avec beaucoup d'autres, j'en parlerai dans un instant, nous avons essayé de faire œuvre commune. Et le titre qui a été donné par Édouard Plenel, qui l'interviewe, c'est un propos de Sophie Binet: il est minuit moins le quart. Il est minuit moins le quart. Et toute son analyse, qui partage, qui rejoint la nôtre, eh bien, c'est face à ce que je vais dérouler succinctement, ou tout au moins survoler, au travers de toutes ces atteintes aux libertés, de la montée de l'extrême droite. Il est grand temps, s'il est encore temps, de réagir. Et cette réaction, elle ne peut se faire que par le volontarisme, l'unité, le rassemblement. Les libertés. Les libertés, on peut les prendre les unes après les autres rapidement pour en montrer, hélas, la remise en cause des atteintes portées. Liberté d'association. Liberté d'association, vous savez, qui a été fortement, basculée, là aussi, par la loi séparatisme du 24 août 2021. Dès le début, la Ligue des droits de l'homme a contesté Joua Malik, et avec tant de plaisir ici présent, qui était à l'époque président de la LDH, et avec d'autres. Tout de suite, la Ligue a perçu le danger, avec toute une série d'autres organisations qui sont nos partenaires habituels, associatives et syndicales. Et puis, il y a eu le décret sur le contrat d'engagement républicain qui a parfait, hélas, ce texte scandaleux et très dangereux pour les libertés associatives. Pourquoi? Vous le savez, parce qu'en résumé, il y a une obligation de souscrire ce qu'on appelle le contrat d'engagement républicain si les associations veulent bénéficier de subventions, et ce contrat, qui n'est nullement un contrat, puisqu'il est imposé. Un contrat, en général, ça se discute entre deux ou plusieurs parties. Pas du tout. C'est un mot, là aussi, d'ailleurs, certains le disent, les mots, le détournement des mots actuellement, toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens de l'atteinte à la démocratie, est très révélateur. Et là, c'est le cas. Donc, contrat d'engagement républicain qui fait obligation de le souscrire et qui donc impose 7 engagements. Je ne vais pas les prendre, évidemment, mais vous savez tous et toutes qu'ils sont, pour certains d'entre eux, très dangereux, notamment parce qu'il y a la référence à ne pas porter d'une manière ou d'une autre atteinte à l'ordre public, avec toute cette marge d'appréciation qui peut en résulter pour accorder ou ne pas accorder une subvention, et en cas de recours devant les tribunaux, une marge de manœuvre considérable et inacceptable qui est également laissée aux juridictions qui peuvent être saisies. Alors il y a eu là-dessus, nous avions contesté bien sûr le décret. Malheureusement, le Conseil d'État, et ça c'est une des décisions très décevantes du Conseil d'État, il y en a eu d'autres beaucoup plus satisfaisantes. Nous avons gagné des combats, mais nous avons perdu celui-là, puisque le Conseil d'État a rendu le 30 juin 2023
un arrêt au terme duquel il a validé quasi complètement le contrat d'engagement républicain. On a mené une autre bataille sur l'affaire qu'on appelle Alternativa Poitiers. Vous savez que cette association avait bénéficié de subventions de la part de la mairie de Paris et de la communauté d'agglomération de la ville, de Poitiers, et le préfet n'avait rien trouvé de mieux que d'exiger le retrait des subventions. Après un combat dont je vous épargne tous les détails, et grâce aussi aux avocats qui l'ont mené, et je vois ici, j'aperçois en particulier Marion Augier avec Lionel Crusoe. Si je n'y reviens pas, j'en profite tout de suite pour lui dire à Marion, à Lionel, qui sont nos avocats, avec le cabinet Spinozzi, qui n'est sans doute pas représenté ici, dans la lignée de ce qui a été dit hier, de tout le travail fait par le service juridique de la Ligue, de toutes nos actions impressionnantes, je voudrais dire mille merci, et là aussi, c'est pas pour faire plaisir, à Marion Augier, à Lionel, qui n'est semble-t-il pas là, et je voudrais que vous les applaudissiez. D'autant plus fort qu'il faut que vous sachiez qu'il est difficile aujourd'hui pour les avocats, en particulier les jeunes avocats, de faire du pro bono. Tout simplement parce que c'est un métier dans lequel, contrairement peut-être à ce que peut donner l'image de quelques gros cabinets d'affaires, c'est un cabinet dans lequel on ne gagne pas toujours très bien sa vie et c'est un euphémisme. Donc c'est au détriment, il faut le dire aussi, des activités parfois d'un cabinet, des ressources d'un cabinet qu'on fait ce pro bono. Donc, encore une fois, toujours dans le registre donc, de la liberté associative, vous savez aussi qu'un autre volet de cette atteinte à la liberté associative, c'est la dissolution administrative des associations. Et là aussi, je ne vais pas épiloguer, il y a eu beaucoup de décrets, il n'y en avait jamais autant que depuis 2 ou 3 ans, de décrets de dissolution qui sont pris à l'égard de certaines associations. Alors là aussi, l'exemple emblématique, ça a été les soulèvements de la terre, avec ce décret de dissolution. Nous avons gagné cette bataille. Nous l'avons gagné après une première décision du Conseil d'État qui avait suspendu le décret, et puis nous avons gagné définitivement avec l'annulation du décret dans une décision du Conseil d'État du 9 novembre 2023. Mais il ne faut pas crier victoire, parce que quand on lit l'analyse de la décision du Conseil d'État, elle a un côté aussi, comment vous dire, ponctuel, c'est-à-dire qu'on analyse une situation déterminée qui ne sera pas forcément applicable dans d'autres cas, d'autres associations, par exemple de défense également de l'environnement, qui pourront être concernées. Donc c'est une victoire, mais c'est une victoire, mais on n'a pas gagné toute la bataille. Liberté de manifestation et violence policière. Là aussi, vous connaissez par cœur tout ce qui a pu se passer depuis 2 ans. Juste un mot sur la liberté de manifestation. Qu'est-ce qu'on a pu relever en matière de liberté de manifestation, pardon. Là, il y a eu évidemment un enclenchement très, très fort à la suite du vote de la loi sur les retraites, avec les manifestations qui ont suivi et les interdictions de manifestations qui se sont multipliées. Outre les interdictions de manifestations, les violences policières que nous avons constamment, on n'avait pas attendu cela pour le faire. Vous savez que la Ligue est engagée depuis très très longtemps dans cette dénonciation des violences policières. Eh bien, on a vu ressurgir l'utilisation de ce qu'on appelle les armes de guerre, les interpellations préventives abusives, l'empêchement, autrement dit, d'aller aux manifestations, en dehors même des interdictions. Et puis, il y a eu Sainte-Soline. On va en dire un mot, même si cela a été évoqué. Sainte-Soline, où on est allé là au paroxysme des violences policières, malgré une présentation tronquée, malgré des démentis avec des mensonges éhontés de la part du pouvoir, ou une présentation médiatique falsifiée. Seule la Ligue, je crois seule pratiquement avec la Confédération paysanne, avec 2 ou 3 autres organisations, ont eu le courage immédiat, à travers les observateurs
qui était présent à Sainte-Soline de dire la réalité de ce qui s'était passé. C'était pas pour dire qu'il y ait eu des violences faites aux policiers. Et je tiens à dire ici qu'on ne se félicite jamais de violences faites aux policiers. Il ne s'agit pas de... On n'est pas là pour agresser les policiers, les blesser, voire les tuer. Et ça, c'est condamnable. Mais le sujet était de savoir quel avait été le déroulement. Et le déroulement était le démarrage par des violences policières. Et des violences policières monstrueuses avec, on l'a dit par exemple, 5000 grenades, vous savez, ces grenades à fragmentation dangereuse, qui ont blessé des manifestants. Donc nous l'avons dit, nous l'avons dénoncé, et nous avons dit dans une formule qui n'a pas plu au pouvoir, bien évidemment, que ces violences policières avaient été déclenchées, quel qu'en soit le coût humain. Et c'était la réalité. Mais ça n'a pas plu en haut lieu. Et vous vous souvenez d'abord de la première salve qui a émané de M. Darmanin, qui a, sur une question d'un parlementaire, dit qu'il faudra peut-être un peu regarder de plus près les actions de la FIDH en ce qui concerne les financements, les subventions publiques qui lui sont accordées. Bien. Alors, c'est vrai que là aussi, aujourd'hui, je rejoins le propos ironique d'Alain, on serait presque tenté d'avoir ici M. Darmanin. Ceci étant, je ne pense pas qu'il serait pour autant bien accueilli, mais de l'avoir ici pour lui dire qu'il a été notre meilleur communicant. Je pense que le seul service réel qu'il ait rendu au pays, c'est d'avoir valorisé de cette manière la liberté. Je rappelle qu'on a eu, ça a été dit tout à l'heure, 5000 adhérents très rapidement, outre les subventions, les dons, donc notre meilleur communicant. Ensuite, il y a eu Madame Borne. J'en dis quand même un mot, parce que finalement, c'est encore plus grave que le propos de M. Darmanin. Car Madame Borne, elle était venue dire qu'elle ne comprenait plus très bien les ambiguïtés de la LDH par rapport à l'islamisme radical. Alors, outre la violence du propos et son inexactitude, c'est tout de même de la part d'un pouvoir politique, à travers ces deux interventions successives, une sorte de première, je pense, depuis très longtemps. Et sans doute on doit remonter à une période beaucoup plus sombre de notre pays, où la liberté n'était pas présente. C'est vraiment un vrai scandale. Et nous avons été révoltés. Nous sommes tous montés immédiatement au créneau, tout qui réunis. Je crois qu'Henri, on m'a dit, est arrivé, Henri Leclerc. Et je me souviens d'une rencontre que nous avons eue très vite, Marie-Christine Viergère, Henri Leclerc et moi. On avait demandé à être reçus par Madame Borne, et on a été reçus par son directeur de cabinet, un homme d'ailleurs très respectable, dont j'ai oublié le prénom, mais qui s'appelle Rousseau. Je ne voudrais pas le confondre avec un Aurélien, je crois. Aurélien Rousseau, qui a été ensuite un éphémère ministre et qui a eu le courage de partir au moment de la loi immigration. Il était ministre de la sécurité sociale, enfin de la sécurité sociale, solidarité. Et on l'a rencontré, il était plus que gêné, il avait le nez sur ses chaussures quand on lui a dit tout le mal qu'on pensait de cette déclaration. Comment peut-on dire cela à l'égard de nos vies? Notre combat, il est complètement contre tout ce que véhicule l'islamisme radical. Bien sûr, mais pour autant, qu'est-ce qu'on nous reproche? C'est pas ça qu'on nous reproche. Ce qu'on nous reproche, c'est d'assurer la défense de tous et toutes, et sans distinction quand il s'agit de défendre. Et en l'espèce, nous condamnons, et nous le redisons ici, l'islamophobie. Oui, l'islamophobie. Et si c'est cela, ce reproche qui nous est fait, on peut s'honorer d'avoir ce reproche pour nous. Qu'il soit bien clair que, quand je dis ça, nous condamnons de la même manière l'antisémitisme, j'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Tout aussi combatif, il va de soi, et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que dans le cadre du débat, à voir et à entretenir, si nécessaire.
et puis tous les racismes, et le racisme anti-noir, dont on parle trop peu. Et toutes les discriminations, ça a été évoqué, je crois, hier, les Roms. Aujourd'hui, la recrudescence des actes qui sont des actes contre tout ce qui est LGBTIQ. Et ce ne sont pas seulement maintenant des paroles, on passe à des actes de violence. Et c'est cela que nous a gangréné, qui nous a été gangréné par l'extrême droite. Alors, Madame Borne, j'espère que vous n'avez plus l'heure, vous n'avez plus la fonction d'ailleurs, et heureusement, mais vous n'avez plus l'heure de tenir ce type de propos. Ensuite, toujours pour terminer, sur la liberté de manifestation, les violences policières, il y a eu le meurtre du jeune Naël, vous vous souvenez bien sûr, le 27 juin 2023, toutes les violences qui ont suivi, les révoltes dans les quartiers populaires, là aussi les violences inouïes de la part des forces de police, et puis la multiplication des interdictions de manifester. On n'avait jamais, y compris le ridicule, le monde entier a souri, ça faisait la une de certains magazines étrangers, les interdictions de manifester. Vous savez, quand M. Macron se déplaçait, on a appelé les interdictions de manifester anti-casserole, et on a contesté, on a contesté la plupart de ces interdictions de manifester, et on a presque, fort heureusement, gagné. Et il n'empêche que c'est très révélateur de cette volonté de brimer les libertés. Alors la police, où j'ajoute que dans les manifestations, par exemple, bien avant le 7 octobre, il y avait des réunions prévues, par exemple, avec Salah Hamouri, qui est, comme vous le savez, un avocat franco-palestinien qui venait faire des conférences en France, qui est un défenseur des droits de l'homme avéré, qui a passé 7 ou 8 années en détention purement administrative en Israël, et il y avait des maires qui empêchaient la tenue des réunions. Nous avons aussi, fort heureusement, gagné dans la contestation de ces arrêtés. Alors, sur la police, je ne vais pas y revenir, vous savez que j'aurais beaucoup de choses à dire. Nous dénonçons aussi le racisme dans l'institution policière et nous demandons surtout une remise en question totale, fondamentale, de ce qu'on peut appeler, je schématise, schéma du maintien de l'ordre à la française. Tout est à revoir. Tout est à revoir. Alors, sur les libertés, il y en a une qui est menacée gravement, et dans les semaines écoulées, c'est particulièrement prégnant, c'est la liberté d'expression. Liberté d'information, liberté de la presse, liberté de réunion, liberté d'expression. Liberté d'expression, liberté de la presse d'information à travers, ça a déjà été évoqué, le contrôle des médias par les puissances financières, la désinformation. Je n'éclaire pas. Je développerai simplement sur ce point un exemple récent qui nous a tous consternés, révoltés, c'est l'utilisation parfaitement abusive, inappropriée, du recours au délit d'apologie de terrorisme pour tout simplement faire taire les voix dissidentes. Ça nous rapproche, hélas, de pays qui sont des pays illibéraux, pour ne pas dire davantage, de pratiquer de cette manière. Alors, on va faire de cours de droit, mais le début du problème, si l'on peut dire, merci M. Hollande, merci M. Cazeneuve, vous n'avez certes pas tout bien fait non plus. En 2014, on a supprimé, on a retiré de la loi sur la liberté de la presse, la loi de 1881, cette notion d'apologie du terrorisme. Or, la loi sur la liberté de la presse, comme vous savez, c'est une loi très protectrice des libertés et de la liberté d'expression en particulier. D'abord, il y a des délais assez courts quand on veut agir, et d'autre part, elle permet des débats contradictoires devant le juge judiciaire pour pouvoir s'expliquer. Et des débats, je dis bien, contradictoires. Là, on l'a retiré, on en a fait une infraction, on va dire, de droit commun, intégrée dans le code pénal, avec des possibilités de sanctions très lourdes, parce que je crois qu'elle peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Donc, et aujourd'hui, on a vu cette notion
utilisés tout simplement pour des prises de position de syndicalistes, de défenseurs de l'environnement, ou de ceux et celles qui ont l'audace de dire qu'aujourd'hui les droits des Palestiniens sont violés en Palestine, à Gaza, rien de plus. Et il y a aujourd'hui, je crois, plus de 600 procédures qui ont été entamées. Alors, il faut savoir qu'il suffit donc de tenir ce type de propos. Peut-être qu'aujourd'hui, là, tel ou tel d'entre nous, en débat sur Israël-Palestine, va tenir des propos pourtant parfaitement raisonnables et de simples constats, mais qui pourraient donner lieu. Comment vous dites que Israël se rend coupable de crimes de guerre, et alors vous ne parlez pas de ce qui s'est fait les 7 et 8 octobre, si vous n'en parlez pas, c'est que, etc. Vous voyez, c'est cette déformation des propos. Et au bout du compte, c'est une police de la pensée qu'on cherche à instaurer, une vraie police de la pensée. Si vous ne pensez pas comme le pouvoir, alors, vous savez que nous avons réagi, bon, j'ai signé plusieurs tribunes, la LDH a été à l'origine de plusieurs d'entre elles, je ne vais pas toutes les énumérer, donc des tribunes collectives contre une démocratie bâillonnée, les poursuites pour apologie du terrorisme ne doivent pas devenir un outil de répression. Critiqué, où il y a même un article qui était assez drôle, si je puis dire, le seul qu'il soit, c'est paru dans Le Monde parce qu'on a relevé les propos tenus par M. Macron dans une tribune du Monde, où finalement il disait ce que nous disions, on n'en fait pas les conséquences, c'est ça le problème. Mais on peut dire que M. Macron, à travers cette tribune, il faudrait peut-être qu'il aille au commissariat s'expliquer dans le cadre d'une audition par la police. Et puis, dernière initiative que nous avons prise la semaine dernière, c'est de lancer, c'est passé par l'intermédiaire de Mediapart, vous avez peut-être vu, un manifeste justement pour dénoncer ce détournement par l'utilisation du délit d'apologie du terrorisme pour brimer la liberté d'expression. Toujours dans ce registre des atteintes aux libertés, il y a la question de la surveillance et des lois sécuritaires relatives à la surveillance. La loi, je vais passer vite parce que je vois le temps qui tourne. La loi LOPMI, vous savez, c'est cette loi qui date il y a, je crois qu'elle est de 2 ans à peu près, mais c'est une loi en tout cas très sécuritaire, une loi qui a permis d'absorber par exemple la police judiciaire dans le cadre de la sécurité publique, c'est-à-dire conférer de plus en plus de pouvoir aux préfets, et c'est une tendance lourde, là aussi, de donner de plus en plus de pouvoir en matière de contrôle des libertés à l'administration au détriment du pouvoir judiciaire. Il y a une loi également, une autre loi, donc, qui est celle sur la programmation du ministère de la Justice, qui comporte aussi beaucoup de dispositions tout à fait regrettables, par exemple en utilisation de recours prévus à la vidéosurveillance. Bref, on est sur toute une série d'atteintes aux libertés dans ces lois successives sécuritaires. Cela se traduit aussi par, on le dit dans le rapport moral, une perte de confiance dans la justice, une perte de confiance qui est extrêmement dommageable là aussi, parce qu'elle contribue à ce qui survole tout ce que nous évoquons tout de suite, c'est-à-dire l'atteinte à la démocratie, les atteintes à la démocratie, et tout simplement l'atteinte à ce qui en est le socle, c'est-à-dire l'état de droit. Et cette perte de confiance dans la justice, elle est également extrêmement inquiétante. Alors, on a vu même de hauts responsables politiques venir nous dire, non pas seulement qu'ils contesteraient les décisions, nous faisons parfois, les décisions du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme, mais remettre en cause la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, ou dire, peu importe, et notre ministre de l'Intérieur, encore lui, l'a dit, à propos de l'expulsion d'un ressortissant ouzbek. Je m'en fiche de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça m'est égal, je passe outre. Donc vous voyez le degré aussi de mépris de ce pouvoir judiciaire auquel nous confrontent les autorités actuelles. Quand on voit le beau discours qu'a fait M. Macron, là aussi,
à l'occasion de l'hommage rendu à Robert Badinter en le présentant comme, et c'est vrai, ça c'est vrai, comme une boussole, une figure à suivre pour le respect de l'état de droit. Et quand dans le dos tourné, à peine il avait tourné les talons de ce beau discours, il fait tout l'inverse, en détruisant ou en contribuant à détruire l'état de droit, sous prétexte que, en reprenant quelques idées de l'extrême droite, on évitera l'extrême droite. Alors qu'on sait très bien que ce sera tout l'inverse. Car on préférera toujours, ça a été dit suffisamment souvent, l'original à la copie. Il faut évoquer aussi, bien sûr, la loi immigration, le scandale du contenu de cette loi, les conditions dans lesquelles elle a été votée pour finalement être adoptée au forceps, un peu comme la loi retraite, mais pire encore, sans débat réel. Ce qui a permis à Marine Le Pen de dire, hélas à juste titre, que c'était une victoire idéologique de l'extrême droite. Une loi à résonance xénophobe, une loi dont l'essentiel consiste à dire, je résume, on ne veut plus d'étrangers chez nous, on fait le maximum pour éviter qu'ils viennent, et en revanche, on veut qu'ils partent. Et on fait le maximum pour les faire partir. C'est ça l'essence de cette loi. C'est ça. Et le Conseil constitutionnel, s'il en a censuré un certain nombre de dispositions, malheureusement a conservé une large partie du texte, et en plus a censuré beaucoup pour des motifs purement formels, de cavalier législatif. Mais ça risque bien de revenir en débat. Et LR réclame déjà qu'on reprenne ces dispositions. Donc, M. Macron, arrêtez. Arrêtez. Vous êtes le responsable. On parle de M. Darmanin, mais trop de M. Darmanin. Parfois pas assez, M. Macron. Il est le responsable de ces politiques. Il en porte la responsabilité. Alors certes, on peut contester d'autres partis. On peut contester d'autres partis, y compris des partis qui nous sont plus chers, dont nous sommes plus proches. Je n'épiloguerai pas sur le comportement parfois tout à fait contre-productif d'un comportement extrémiste aussi à gauche qui, je pense, est nuisible à notre combat. Mais pour l'instant, c'est M. Macron. Et là encore, M. Macron, il fait des beaux discours. Je termine sur Manouchian. Il avait fait un beau discours, on le reconnaît. Sur Marie Scondé, très beau discours. Sur l'apport des étrangers. Alors, sur Manouchian, j'aurai le temps, je reprendrai quelques phrases. Je ne vais pas le faire parce que déjà je vous lasse. Mais vous êtes gentil. Mais les discours sont magnifiques sur l'apport des étrangers. L'apport des étrangers, l'apport à la résistance. Et toujours, je ne voudrais pas la citer trop souvent, mais Sophie Binet, dans ce petit propos que j'évoquais tout à l'heure, elle évoquait tout ce qui a été l'apport du Conseil national de la résistance, tout ce qui en est sorti. Et c'était magnifique. Alors, la question qu'on peut quand même se poser, faudra-t-il attendre une catastrophe du même ordre que ce qu'on a connu au moment de la Deuxième Guerre mondiale pour se réveiller et pour reprendre les dispositions qui sont en train d'être abandonnées de protection sociale, de défense de la démocratie, qui avaient été mises en œuvre après la Deuxième Guerre mondiale, dont on s'efforçait de tirer les leçons. C'est tout de même une question. Sur alors, les points, bon, on ne peut pas ne pas évoquer, évidemment, et je l'ai déjà dit, la montée du racisme, enfin, les racismes, antisémitisme, xénophobie, c'est évoqué dans mon rapport. On va en venir, et c'est essentiel, en fait, même si je passe assez vite, ne croyez pas que ce soit par négligence, mais c'est par le temps qui manque, et ça figure dans le rapport moral, c'est tout ce que nous appelons la crise économique, sociale, environnementale. Alors là aussi, les régressions sont multiples. On a parlé des libertés publiques, les libertés civiles et politiques, mais les libertés en matière de droits économiques, sociaux, culturels sont, comment dire, c'est en vitesse accélérée. Le droit du travail, on décortique progressivement avec le recours de plus en plus fréquent, par exemple, au CDD. Les disparités sociales, économiques, de revenus de plus en plus fortes
15% de la population française vit sous le seuil de sous précarité, sous le seuil de la précarité. 15% de la population. Dans un pays aussi riche que le nôtre, 15% de la population française. Les enfants à la rue que nous voyons qui se développent, comment peut-on le supporter? Toutes les atteintes qui sont portées aux services publics, le logement, avec, ça a été dit hier dans le débat sur le logement, la loi SRU qui est pourtant une bonne loi, une des rares très bonnes lois, qui est en train d'être aussi sacrifiée et décortiquée. Le logement, l'éducation, je le disais, la santé, l'absence de prise en compte du handicap, malgré, là aussi on a un groupe de travail handicap, vous savez, qui travaille très bien là-dessus. Qu'est-ce qui est fait? Des mots, toujours des mots, encore des mots. Et les actes, où sont-ils? On peut, encore une fois, multiplier. Alors il y a les droits des femmes, avec le progrès qui a été tout de même l'insertion dans la Constitution du droit à la liberté, encore que nous aurions souhaité la liberté, alors que nous aurions souhaité, vous savez, que ce soit purement le droit qui soit reconnu. Donc il y a un petit bémol dans notre satisfecit, mais c'est quand même une des avancées. Mais pour autant, les inégalités de revenus, les inégalités en matière de violences conjugales, sexuelles, les violences conjugales et sexuelles, tout cela perdure. Et puis l'environnement où toutes les mesures prises, il en existe, sont très en deçà de ce qu'il faudrait faire. Et vous savez à quel point la Ligue, depuis notre congrès, en particulier de Marseille, avec le vote de la résolution, est engagée dans ce domaine de la lutte contre l'environnement, à travers, on a évoqué tout à l'heure, pour les méga-bassines, Sainte-Soline, à travers tout ce qui peut se passer sur les autoroutes, et on l'a dit aussi, je crois, dans le bilan formidable qui a été celui donc dans le cadre justement de cette défense de l'environnement, de cette lutte pour les biens communs, c'est le droit à l'eau, avec les combats que nous menons en Guadeloupe et à Mayotte. Alors, juste pour terminer sur cette partie intérieure, je vais évoquer ensuite la partie internationale, évidemment. Pour terminer sur cette partie intérieure, nous avons créé, vous le savez, et Malik aussi a été largement à l'initiative, un collectif pour démocratie, droit et liberté. C'est un collectif un peu informel, mais un collectif tout de même, qui rassemble aujourd'hui 70 organisations. C'est un très beau panel, puisqu'il rassemble à peu près tous les syndicats, tous les principaux syndicats, sachant que nous avons même réussi, sans qu'elle en fasse absolument partie, à avoir, avec un statut d'observateur participant aux réunions, la CFDT, avec qui, je tiens à le souligner ici, nous avons réussi dans l'année écoulée à renouer des liens qui avaient été, il faut le dire, quelque peu distants. Je soulignerai aussi que la nouvelle secrétaire générale, Marie-Lise Léon, n'y est pas pour rien, et que nous l'avons rencontrée avec Marie-Christine Vergia, et vraiment c'est un vrai dialogue constructif, et je pense des possibilités d'action commune que nous avons mis en place. Donc ce collectif, pour l'objectif c'est de rassembler, c'est de fédérer, et c'est de contribuer à ce qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire la perspective d'une alternative par rapport au Rassemblement national. Je ne dirais pas par rapport au programme du Rassemblement national, puisqu'on sait très bien qu'il n'a pas de programme. Et justement, c'est là-dessus qu'il essaye par la démagogie des propos, qu'il essaye de construire le succès électoral programmé en l'espèce pour les prochaines élections européennes. Et c'est à nous de contribuer. Évidemment, là, ce sont les forces politiques qui devront être à la manœuvre, mais nous pouvons être cet aiguillon et ce contributeur à un projet, à un programme qui fasse un peu rêver et autre que l'état de déliquescence actuelle politique, regrettable et condamnable en soi. Parce qu'il ne faut pas mépriser le politique, il faut au contraire le valoriser.
De même que les personnes qui s'engagent dans la vie politique, pour la plupart, sont des personnes respectables. En tout cas, dans notre camp, dans notre camp républicain, dans notre camp démocratique. Et on sait à quel point aujourd'hui, il est difficile pour eux et pour elles d'être des représentants élus dans les collectivités locales et les collectivités territoriales, qui sont si malmenés aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, dans ce déni de démocratie, où on a mis de côté tous les corps intermédiaires et toutes les collectivités. Donc c'est tous ensemble, là, dans ce corps très riche, et les discours qui ont été faits par les représentants ici de la mairie de Bordeaux ou d'autres collectivités territoriales du monde, c'est ce front-là que nous voulons contribuer à créer. Alors vous avez peut-être vu qu'est paru, l'objectif c'est, dans ce collectif, c'est de se battre pour la défense des libertés, la défense des droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux, la lutte contre la xénophobie, et enfin un point très important et qui va faire le centre de nos réflexions et de nos travaux, qui sont les inégalités territoriales et sociales. Les inégalités. Et on va axer sur ce point, parce que on a vu dans les résultats électoraux du RN, la progression se passe là où il n'y a plus la présence de l'État, plus la présence des services publics, où on a peut-être abandonné. Il faut reprendre l'aide à apporter, le soutien à notre combat, notre présence. Et je sais que la Ligue est très présente. Je ne pense pas qu'on ait, nous, à se fustiger sur ce sujet. Mais il faut que nous soyons très présents dans tous ces territoires. C'est pourquoi vous avez peut-être vu passer dans la rubrique idées du journal Libération ce texte que nous avons mis sur pied et qui s'intitule ne pas, alors, attendez, je le reprends pour ne pas le tronquer, ne pas choisir l'extrême droite pour exprimer votre colère. Les citoyens ne doivent pas se résigner, mais se mobiliser contre les inégalités sociales et territoriales. Là se joue l'avenir de nos sociétés et de la démocratie. Alors ici, après avoir salué le travail de Malik, je voudrais, avant d'aborder les questions internationales, je voudrais que vous rendiez hommage, et un hommage fort, un hommage chaleureux à quelqu'un, ou plutôt quelqu'une qui n'est pas là aujourd'hui, ce qui aura peut-être interrogé ou interpellé certaines d'entre vous, qui est Marie-Christine Vergiat. Je voudrais que vous sachiez que quand j'ai été élu président il y a 2 ans, j'ai eu comme vice-présidente Marie-Christine Vergiat. J'étais pas certain du couple, entre guillemets, vous me pardonnerez l'expression, ça reste sur le terrain imagé, du couple que nous formions. Et je dois dire que ce fut vraiment formidable de travailler avec Marie-Christine. Elle n'est pas toujours facile, hein, chacun le sait. Elle n'est pas toujours facile, et je ne le dissimulerai pas, ça n'a pas toujours été facile. Et ce qui a été absolument formidable, c'était l'essentiel. C'est-à-dire une vision politique commune que nous avons partagée, mais sans réserve. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, entre nous, et on a quand même beaucoup échangé, il n'y a jamais eu l'ombre d'une difficulté sur un terrain de choix politique à opérer, avec le bureau, bien sûr, national, et avec le comité national. Mais nous étions quand même largement l'un et l'autre à la manœuvre quotidienne, je dirais. Et quotidiennement, nous étions en rapport. Et puis, elle a été d'un apport déterminant. Et sans elle, la Ligue n'aurait pas été aussi présente sur 2 sujets. Entre autres, hein, ne prenez pas pour exhaustif, l'immigration, enfin, tout ce qui est droit des étrangers et immigration, où son apport, sa connaissance, elle a été parlementaire, je le rappelle, européenne pendant 10 années, et elle a travaillé beaucoup sur ce sujet. Son apport a été absolument déterminant, avec le groupe aussi de travail, qui travaille là-dessus, mais vraiment déterminant, et puis également sur ce que je viens d'évoquer, c'est pour ça que j'en parle à ce moment-là, c'est-à-dire le travail très compliqué
qu'il a fallu mener pour parvenir à l'élaboration du texte qui est paru dans le journal Libération, qui est un texte, je crois, qui a été salué par tous et toutes. Et on a eu depuis lors, il y avait 70 à l'avoir signé, je crois qu'on n'est pas loin de 80. Donc ça suscite une très très large adhésion. Donc ce travail de rassemblement, ce travail qui seul peut nous permettre, je pense, d'avancer et de redonner et de la fierté à nos idées et de la force et de convaincre Marie-Christine y est pour beaucoup. Donc, alors, l'international. L'international, bon, je le déclinerai en 3 temps. Premièrement, bon, si vous voulez, la ligne directrice, là aussi, c'est la solidarité internationale. La solidarité internationale. Et la Ligue, là, avec la FIDH, avec nos organisations partenaires qui étaient présentes hier, est très présente. Et vous savez que nous avons attaché beaucoup d'importance à ce que la partie internationale de la Ligue soit conséquente. Je vois là-bas, je n'aurai pas le temps d'en parler peut-être, je vois notre ami Kamel Djendoubi qui est là, qui sait à quel point, par exemple, sur la Tunisie, en ce moment, on essaye d'être présent dans les attaques qui sont faites aussi contre les libertés, par exemple en Tunisie, mais dans beaucoup d'autres endroits, nous avons été présents. Pour les femmes en Iran, pour les femmes en Afghanistan, une série de combats que je n'ai pas le temps d'énumérer, mais que vous connaissez, la Ligue a été omniprésente aussi, dans un rôle qui est le sien, qui n'est pas parfois majeur, mais toujours de soutien à toutes les causes, de défense des droits et des libertés partout dans le monde, parce qu'on n'a pas les yeux oubliés sur notre territoire hexagonal, on n'est pas le Front National, on n'est pas M. Zemmour, on n'est pas Mme Le Pen, on est autre chose, on est tous citoyens et citoyennes du monde entier. Donc c'est ça beaucoup évidemment de situations qui demeurent extrêmement préoccupantes. Je ne vais pas toutes les évoquer. En Afrique, notamment avec la RDC, dans un pays comme la Birmanie, auquel je pense, il y a la question des Ouïghours, par exemple en Chine, il y a le retour aussi de l'autoritarisme des régimes dictatoriaux dans certains pays d'Amérique latine, il y a les inquiétudes, je n'ai pas le temps de développer, mais légitimes qu'on peut avoir sur l'Europe, avec les élections européennes qui approchent, et puis avec quelques pays européens qui ont franchi le seuil qu'on pensait devoir être infranchissable de partis au pouvoir d'extrême droite. Alors, deux situations, évidemment l'Ukraine, et puis Israël-Palestine. Je voudrais simplement la voir, puisque nous allons avoir un débat sur Israël-Palestine à propos d'une résolution d'urgence qui va vous être proposée. Alors, sur l'Ukraine, la Ligue a maintenu la ligne, si vous voulez, de même d'ailleurs que c'est la même ligne sur Israël-Palestine. Quelle est la ligne? C'est la ligne qu'on a immédiatement adoptée il y a un peu plus de 2 ans, au moment de l'invasion russe en Ukraine, de l'agression de la Russie. C'est un constat aussi, hein. Il y a des frontières qui ont été violées, il y a un État qui est allé envahir le territoire d'un autre, il y a une violation du droit international. Et elle n'est pas surprenante de la part de M. Poutine, dont ce n'était pas le coup d'essai, je le rappelle. Tchétchénie, Géorgie, les intrusions un peu partout, et puis déjà d'ailleurs l'Ukraine. Et on a beaucoup trop tardé à se réveiller et à réagir. Donc le constat il est là, il y a une violation du droit international. À partir du moment où il y a une violation du droit international, on condamne. On condamne et on estime que le pays agressé, en l'espèce l'Ukraine, a le droit élémentaire de se défendre. Et qu'en présence de la disproportion des forces entre les Russes et les Ukrainiens, il faut lui apporter de l'aide. Et de l'aide, pas en envoyant des troupes, on n'a jamais dit ça, parce que certains ont pu penser que c'était nos propos. Pas du tout, jamais. Mais simplement une aide, et qui peut ne pas être seulement une aide économique, une aide financière, une aide de lutte contre l'impunité, mais qui doit être aussi nécessairement une aide militaire. Et nous le disons, et nous l'assumons, car sinon c'est être hypocrite de dire à l'Ukraine, on est avec vous, on est d'accord, vous avez raison,
le droit international est violé, eh bien, vous avez le droit de vous défendre et on applaudit quand vous êtes en train de vous faire massacrer et que vous essayez de ne plus l'être en repoussant les forces russes. Sauf que s'il n'y a pas d'aide militaire, et on le voit ces jours-ci, avec une situation qui devient inquiétante sur le plan militaire, on sait très bien qui va gagner. Alors, si on veut laisser gagner, ça on peut le dire, mais disons-le, et ne soyons pas dans l'hypocrisie. Donc, il faut soutenir l'Ukraine. Alors après, on nous dit, mais il ne faut pas être va-t-en-guerre. Certes, bien sûr, on n'est pas va-t-en-guerre à la Ligue. On est même pour la paix. Mais la paix, ça se fait à deux. Et pour qu'il y ait la paix à deux, il faut qu'il y ait un minimum de volonté. On y viendra. D'accord, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait un minimum de volonté. On sait très bien qu'aujourd'hui, rechercher la paix avec M. Poutine, c'est se coucher devant M. Poutine. C'est accepter ses conditions. C'est accepter son dictat. Alors si c'est ce qu'on veut, on le dit. Et ce n'est pas la position d'elle. Parce que derrière tout ça, il y a quand même un combat pour la démocratie. Et il y a un combat de soutien aux sociétés civiles en Ukraine et aux sociétés civiles en Russie, où tout le monde n'est pas d'accord. On va se fier évidemment aux résultats électoraux. On sait très bien que dans les régimes du type poutinien, ça ne veut rien dire. Et qu'il y a une société civile russe qui n'est pas partisane de cette guerre, qui n'est pas en soutien de cette guerre, qui condamne les violations des droits à l'intérieur et à l'extérieur de M. Poutine. Alors, dernier point sur lequel je vais devoir être bref, malgré mon envie d'être long, c'est Israël-Palestine et Gaza. J'ai dit souvent à ceux avec qui je me suis entretenu avant de devenir président et de reprendre un galant que j'ai pris avec un grand plaisir et un honneur qui m'a été fait. À la tête de la Ligue, il y a 2 ans, j'avais dit j'espère que j'aurai pas des autres tourmentés. J'espère que je serai pas trop dans la tourmente. J'espère qu'on ne sera pas dans la turbulence. Alors déjà, on a vu qu'on a été servi par hiver. Mais ce que je craignais le plus, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire une résurgence du conflit israélo-palestinien, et en bien pire de ce que j'avais connu. Car j'étais secrétaire général de la FIDH lors de la première intifada en 1987, et j'étais président, Henri Leclerc était président de la Ligue en 2000, lors de la deuxième intifada. Donc nous savions déjà quel déchirement cela pouvait provoquer. Et c'est planétaire, il faut le dire, c'est planétaire. Il n'y a pas une situation dans le monde qui ne provoque tant de séismes à travers le monde entier. Et hélas, nous avons connu les 7 et 8 octobre 2023. Alors, très brièvement, résumé aussi, parce que pour essayer de schématiser ce qui est très difficile, la position de la Ligue. Je ferai d'abord, avant toute chose, une observation purement humaine. C'est à quel point nous sommes tous et toutes dans la difficulté de parler juste. Difficulté de parler juste parce que ce qu'il faut faire, je pense, c'est essayer de se placer, c'est très difficile, mais de se placer des deux côtés. Autrement dit, bien ressentir le traumatisme profond, compréhensible, qui a été celui de la société israélienne au moment des 7 et 8 octobre. Et donc, la peur qui a pu naître, qui était déjà, il faut le dire, c'est un pays, on le sait, qui vit toujours dans l'inquiétude. Alors, est-ce qu'il en a la responsabilité? Ça, je ne prends pas parti là-dessus. Mais pour la population israélienne, il faut le comprendre. Et il faut comprendre ses réactions. Il faut aussi condamner sans réserve, évidemment, et avec force, la monstruosité de l'attaque du Hamas. On l'a dit tout de suite, rien ne peut le justifier. Une fin pareille ne justifie en aucun cas les moyens. Quelles que soient après les appréciations politiques des uns et des autres. Donc nous avons condamné. C'est une barbarie sans nom, ce sont des actes
terroriste. Moi, je dirais même, je l'ai dit et écrit, ça peut relever du crime contre l'humanité, me semble-t-il, en termes de qualification, dans la mesure où c'était programmé, où ça visait une population civile à des fins bien déterminées, d'exterminer quand même rien moins que 1200-1300 personnes, outre les otages, outre la prise d'otages. Donc, mais nous avons dit tout de suite aussi que nous avons incité en quelque sorte Israël, et nous savions que c'était un exercice sans doute vain, mais il fallait le faire néanmoins, à une riposte proportionnée et à ne pas sombrer dans un cycle de violence qui ne pouvait conduire qu'à attiser les haines respectives et une violence plus forte encore, beaucoup plus forte. Et nous voyons ce qui se passe depuis 6 ou 7 mois maintenant sur Gaza. Nous voyons aussi ce qui se passe en Cisjordanie, où manifestement Israël, le gouvernement israélien, a choisi la riposte la plus monstrueuse qui puisse être aussi, et qui relève de crimes de guerre certainement, de crimes contre l'humanité peut-être, et vous savez que les poursuites sont là sur la notion de crime de génocide, avec la saisine de la Cour internationale de justice. Donc, il n'y a pas là-dessus non plus à hésiter sur autant nous avons condamné les actes de barbarie du Hamas, autant nous condamnons avec une force d'actualité. Et c'est ça sur quoi il faut insister, c'est que c'est aujourd'hui que ça se poursuit et que M. Netanyahou continue de nous dire qu'il ne va pas arrêter là et qu'il va même peut-être aller jusqu'au bout de sa logique qui est une logique désastreuse et suicidaire pour les deux peuples, y compris pour le peuple israélien. Comment peut-on imaginer qu'Israël, contrairement au discours de son dirigeant, acquiert la sécurité à laquelle ce pays a droit? Car il faut réaffirmer que résolution des Nations Unies oblige. Israël est un État qui a le droit d'exister, qui a le droit d'être dans des frontières sûres et reconnues, et qui a le droit à la sécurité. Ça ne se discute pas non plus. Mais qui peut imaginer que ce soit en procédant comme il le fait, qu'il évitera les conflits à venir et la haine croissante qui ne peut qu'être générée pour les jeunes Palestiniens, pour ces bébés qui meurent, pour ces jeunes qui voient ce qui se passe, qui voient le comportement de l'armée israélienne, pour ces jeunes qui sont en Cisjordanie aujourd'hui ou à Jérusalem-Est, qui voient les destructions de leurs maisons, qui voient la façon dont ils sont traités, qui voient une loi qui vient dire, la loi de juillet 2018, qui vient dire qu'il y a une État-nation du peuple juif et qu'il y a 2 statuts en définitive, et qui prône la poursuite de la colonisation. Et ce, contre toutes les résolutions des Nations Unies, multiples comme vous savez, et encore les dernières, toutes les résolutions des Nations Unies ont été bafouées par Israël, par le gouvernement d'Israël, qui malheureusement est de plus en plus d'extrême droite. Et M. Netanyahou, il ne fait rien d'autre que d'essayer de sauver sa peau politique, parce qu'il sait très bien que ce n'est qu'en poursuivant son œuvre macabre qu'il peut se maintenir au pouvoir. On est face à cette situation. Alors quand on a dit ça, c'est pas éluder les responsabilités des Palestiniens, de l'autorité palestinienne, et à plus forte raison du Hamas. C'est pas du tout cela. Mais c'est de dire que Israël, qui continue aujourd'hui donc à violer le droit international de façon massive et dans des conditions criminelles, doit faire l'objet des pressions suffisantes pour que cela arrête. Et on a évoqué à plusieurs reprises dans nos résolutions ou dans nos textes toutes les mesures qui peuvent être prises par l'Union européenne, par bien sûr les États-Unis, par la communauté internationale. Et sans doute faut-il très vite, ce sera l'objet de la discussion sur la résolution, reconnaître un État palestinien, ou en tout cas aller vers 2 États et aider à la solution. Mais nous reviendrons sur cette question. Alors je vais vraiment terminer cette fois, bien sûr. Je vais vraiment terminer. Comme j'ai toujours tendance à oublier des choses, je voudrais à nouveau quand même saluer le fait que ce congrès se situe à Bordeaux
et remercier à nouveau tous ceux, toutes celles qui ont aidé, alors je ne vais pas faire une énumération, tous ceux, toutes celles qui de tous bords, chez nous et ailleurs, ont permis ce congrès qui semble se dérouler dans des conditions exceptionnellement satisfaisantes. Je rappelle qu'on a d'autant plus de plaisir que c'est la ville de Ludovic Prarieux qui est à l'origine de la création en 1898 de la Ligue des droits de l'homme. Et avec un président de section qui était Émile Durkheim, à l'époque, sociologue, père de la sociologie, on peut presque le dire, dont on a dévoilé une plaque hier, et enfin un pays de vin de Bordeaux, ce qui ne pouvait pas ne pas être cher au moins à notre trésorier, puis sans doute à beaucoup d'entre nous. Bien, hommage aussi, et puis je dirais un dernier mot, vraiment, hommage aux militants, à tous ceux, toutes celles qui sont ici dans cette salle, et à tous ceux, toutes celles, membres de la Ligue des droits de l'homme, qui ne sont pas dans cette salle. Je voudrais vous dire, nous voudrions vous dire, parce qu'avec Marie-Christine, on a souvent échangé, puis avec Alain, puis avec beaucoup d'autres membres du bureau, puis avec Vincent, qui est à mes côtés, et dont la présence m'est également extrêmement chère, parce qu'on a avec Vincent une ancienneté de combat que je n'évoquerai pas en termes d'années, parce que ça nous ferait douleur. Non, je voudrais dire à quel point vous êtes formidable, ça aussi, parce que je l'ai dit vis-à-vis de telle ou telle personne, à travers les réunions auxquelles j'ai pu participer dans de nombreuses sections, les réunions où il y avait 30 personnes parfois, puis 200 d'autres fois. Ça a toujours été formidable. Et vous êtes un tissu, parce qu'on est trop souvent concentré sur les problèmes nationaux, ou ce qui se passe à Paris ou en région parisienne. Vous êtes un tissu formidable pour essayer de gagner ce combat que nous devons mener justement pour nos valeurs et contre les idées de l'extrême droite. Donc bravo à vous, merci à vous, et puis je resterai moi à m'écouter. Alors, on ne peut jamais terminer un discours, ça a manqué jusque-là, qu'il soit bon ou mauvais, sans une citation. Elle vaudra ce qu'elle vaudra. En tout cas, l'auteur, je pense que vous ne le remettrez pas en cause. C'est mon auteur favori, je ne le cache pas, mais il y en a d'autres, hein, mais c'est quand même celui que je préfère. C'est Albert Camus. Albert Camus, c'est dans La Peste. Je vais d'abord résumer le propos liminaire, puis je commencerai la citation. Un homme qui accepte les obligations de son temps, sans éteindre la lumière de son enfance, se donne fatalement pour tâche, et là je cite Albert Camus, textuellement, de recoudre ce qui est déchiré, de rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Vous voyez que ça a été écrit il y a des dizaines d'années, mais que ça date, hélas, ça s'adapte très bien à notre époque, mais que c'est aussi un grand encouragement, tellement bien dit, pour notre combat. Merci.